Je pense qu'il y a plein de gens, il y a plein de pilotes qui sont dans cette situation, qui ne peuvent pas continuer à cause de l'argent. Ouais. C'est combien que tu dois ramener? Alors moi, l'offre, Ça, c'était 1 million d'euros. Et sur 1 million d'euros, il fallait que je ramène 600 000. Donc si tu n'es pas d'une famille qui les a, c'est compliqué. Mais on dit toujours que quand on les a, c'est pas grand-chose, mais quand on les a pas et qu'on doit les trouver, c'est colossal. Comment tu fais dans ce genre de cas? On fait pas. C'est pour ça. T'as pas essayé? Si, j'ai cherché tout l'hiver. Alpine avait déjà sa part du budget, mais c'était un budget que, au fond de moi, je savais que j'allais jamais trouver 600 000 euros. C'était impossible. Voilà. Salut Adrien, comment ça va? Super. Et toi, merci Lucas de me recevoir à la FIA. Écoute, je serais content de t'avoir sur le podcast. Ça fait longtemps que je voulais te recevoir. On s'est vu pour la première fois dans les Pistonnés en novembre 2022, donc l'émission de Manu Moine et de Brice Germain. On avait passé un bon moment déjà. Ouais. On avait passé un super moment. Je t'avais écrit direct après quand j'ai lancé le podcast parce que je voulais que tu sois un des premiers invités, mais t'es tellement busy. T'es tellement occupé, mon gars, qu'on n'a pas réussi à le faire. On a réussi aujourd'hui. En plus, on est dans un cadre extraordinaire. On est à la FIA. Ouais. Donc, on va se régaler. Je remercie la FIA qui nous prête l'endroit. On a mis le petit Kakemono 2026 derrière. On a un super espace. Voilà, ça fait super plaisir d'être là. Meilleur endroit pour enregistrer un podcast, hein, la FIA, ça fait plaisir. C'est la première fois que je viens en plus, donc c'est cool. Il y a 2 simus derrière si jamais tu veux. Ouais, on se fait un petit tour après, histoire que tu me fracasses. Adrien, tu as plein de casquettes. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Adrien David, je suis né le 26 février 2004, donc j'ai 20 ans. J'ai commencé en karting en 2013. J'ai été champion de France de kart, champion de Belgique, podium au championnat d'Europe, podium au mondial. Et ensuite, je passe en Formule 4 France en 2019, où j'ai été plus jeune champion de F4 de l'histoire à 15 ans. Ensuite, je passais en Formule Renault, puis Freca, où j'ai terminé vice-champion d'Europe de Freca et recordman de podium avec 16 podiums. Et puis maintenant, je suis en prototype. Je viens de finir vice-champion de la LMP3 avec Yaris GP pour notre première année. Et puis l'objectif, c'est de viser une carrière en endurance. Aujourd'hui, tu es pilote, du coup, encore. Tu as Il paraît, ouais. carrière derrière toi, mais tu fais aussi des études. Si on revient en arrière, comment ça commence le sport automobile? Moi, ça commence en 2013. Mon grand-père avait fait le vol en Shell à l'époque avec René Arnoux. Il m'emmène au karting de Royan. Je suis de Charente-Maritime dans le 17. Et j'adore tout de suite. Donc, je m'inscris à l'école de pilotage. Je commence. Je fais ma première compétition été 2013 en mini-kart à l'époque. Et voilà, je fais mon premier podium en Coupe de France. Donc, mon père, il se fait prendre au jeu. Et voilà, ça fait 11 ans maintenant. Histoire de famille, du coup. Ouais, ça a commencé avec mon grand-père. Mais mon père était pas du tout sport auto. Hein. Lui, il a fait ça uniquement pour moi. Et c'était pas sa passion du tout. C'était mon grand-père. Ouais. Tu avais de l'aide de ton grand-père sur les courses en mécanique ou c'était... Non, jamais. Mon grand-père, il est en Thaïlande. Là, il me suit sur le live timing, mais quand il n'y a pas trop de jet lag. Du coup, karting. Karting, ouais. Derrière, voiture. Karting de 2013 à 2018. Ouais. Et monoplace 2019-2023. Et 2024, proto. Voilà. Tu commences par la F4 française? Je commence par F4 France et je gagne dès la première année. Je me souviens, j'ai visité les locaux cette année. Ouais. J'ai vu ton blaze. Ouais, j'y ai pas été depuis, mais il faudrait que j'aille faire un tour. Si, il y a ton nom écrit avec tous les mecs qui ont gagné. Ouais, sympa. Plus jeune de l'histoire. À 15 ans, ouais. Je suis de février et j'ai été champion au mois de septembre 2019, donc j'avais 15 ans et demi. Habituellement, c'est quel âge la F4? Il y a tous les âges, non? C'est à partir de 15 ans. Ok. Donc on ne peut pas commencer plus jeune. Donc souvent, c'est plus tard, c'est 16, 17, 18. Comment ça se fait que tu as commencé, que tu es arrivé aussitôt? Enfin, à l'âge minimum, parce que quand j'ai visité cette année, tu te rends compte qu'il y a des gars de 19 ans comme des gars qui ont 16, 17. Toi, comment ça se fait que tu arrives à 15 ans? Mais déjà, c'est une chance d'être né au mois de février. Ouais. La première course est au mois de mars. Donc en fait, je suis à la limite pour avoir 15 ans avant le début du championnat, qui est d'ailleurs la réglementation. Donc j'ai pu participer dès que j'ai passé 15 ans à ma première course de F4 à Nogaro. Voilà. À Nogaro, ouais. Il y avait des gars qu'on connaît aujourd'hui avec toi dans ta promo? Ouais, j'étais contre Isaac Adjar. Il y avait Victor Bernier aussi qui est en Porsche maintenant. Il y avait des noms qui étaient plutôt sympas et des mecs qui m'ont bien embêté sur la piste. C'est vrai? Ouais. Que tu as continué à croiser après? Ouais, j'ai recroisé Isaac, c'était mon coéquipier après en Freca en 2021. Tu fais quoi en 2020? Formule Renault.
Ok. Voilà. Formule Renault plus Chez Freca. MP, ouais. Freca, ça se passe bien en 2021. Ouais, vice-champion, c'était plutôt cool. Avec RACE GP, mon équipe de cœur, avec qui j'avais un ingénieur déjà en F4 RACE, en F4 Ouais. France. Et ensuite, voilà, j'ai fait la saison avec eux en Freca. On fait vice-champion pilote et champion équipe. Donc c'était plutôt cool devant Prema et des mecs qui sont pas trop mauvais. Ouais, Avec Isaac, du coup, cette année-là. ouais lors du championnat, c'est Grégoire Saucy qui gagne. Je Ouais. fais 2. 3, c'est Paul Aron. Il y avait aussi Colapinto. Ah ouais. Ouais, il y avait des mecs qui rigolaient pas. Il y avait Beganovic, Gabriel Mini. Bon, des mecs qui tournent le volant. Ouais. Les gars qui sont aujourd'hui en F2, F3. Ouais, qui vont signer en F2, ouais, Mini, tout ça. Ouais. Et Colapinto qui est en Formule 1. Ouais. Tu penses quoi de ce qu'il fait? Mais Ça c'est t'étonne ou pas? Alors moi, quand je l'ai eu en Freca, il était vraiment très bon. Parce qu'il n'était pas dans une très bonne équipe et pourtant il performait. Ouais. Donc non, je suis pas étonné. Et puis en fait, je pense que les vieux, entre guillemets, qui sont à la fin depuis des années, ils s'endorment un peu. Et quand il y a des petits jeunes qui sont motivés, c'est bien. Ouais. C'est vrai que cette année, là, on a quand même beaucoup de rookies qui arrivent, qui prennent la place de temps en temps, comme c'était le cas de Berman avec Sainz en Arabie Saoudite, Berman qui a repris la place de Magnussen, etc. On voit Colapinto qui arrive, qui fait de l'ombre à Albon, tu vois, limite. Bon, il n'a pas fait une saison entière, mais il faut se poser la question de comment ça se fait. C'est vrai qu'avant, tu as vu des mecs qui brillaient, mais pas autant, quoi. Pas sur autant de Grands Prix. Ils tapent les mecs, ils tapent les vieux, quoi. Et déjà, les catégories juniors sont hyper relevées. Maintenant, il y a énormément de demandes pour accéder en Formule 3, donc ils sont obligés de faire le tri. Ouais. Ils prennent que les meilleurs. Pour accéder en Formule 2, c'est encore pire. Donc le tri est fait et ils sont tous bons. Ouais, c'est vrai. Toi, tu as roulé avec tous ces gars? Une partie. Une partie, ouais. Une bonne partie. Tu les as battus à l'époque? Une bonne partie aussi. Tu roulais avec Bortoleto, Maloney, c'est ça, hein? Bortoleto, c'était mon coéquipier en 2022. Ouais. 2021, mes coéquipiers, c'était Maloney, Adjar. D'accord. Ok. Donc c'était plutôt une bonne line-up. C'est l'année où on est d'ailleurs champion équipe avec RACE GP en Freca. Et toi, tu fais 2? Moi, je fais 2 pilotes. Ouais. Okay. Et l'année d'après, tu fais 4, c'est ça? L'année d'après, je suis Alpine junior et je fais 4 du championnat. On a été moins bon en setup, moins bon en équipe. Ils avaient changé de pneumatique pendant l'hiver et on a eu du mal à s'adapter. En fait, ça s'est mis en route quand je gagne le Grand Prix de Monaco. Ouais. Et après, on est parti sur une bonne dynamique. Mais le début de saison était dur. Ouais. Tu gagnes à Monaco, il se passe un truc, non? Je crois qu'on en a parlé en off. Il y a une petite anecdote sur Monaco. Bah, l'anecdote, elle est cool à Monaco. Enfin, cool. Tous les vainqueurs, ils sont invités le dimanche soir au repas chez le Prince. Ouais. Et moi, je gagne la course du samedi. J'avais fait la pole en qualif, donc je gagne la course. De toute façon, il faut partir en pole à Monaco si on veut gagner. Et comme tous les vainqueurs, j'étais invité au repas du Prince, mais moi, j'avais eu Isaac l'année d'avant qui m'a dit que c'était pas terrible le repas. Donc, moi, j'avais un avion le dimanche soir. Donc, du coup, j'ai pas été au repas. J'ai laissé le Prince tout seul. En fait, tu m'as dit qu'Isaac avait dit que c'était éclaté. Ouais, c'est éclaté, ça va peut-être pas le dire. Normalement, c'est deux trucs qui vont pas ensemble. C'est le repas du Prince et éclaté. Ouais, mais en fait, on est on est à 100 mètres ou 200 mètres du Prince, on le voit pas. Et puis moi, j'avais un avion Ryanair. C'était galère d'attendre le lendemain, donc je suis parti. T'as préféré sécher le truc du Prince? Ouais, j'ai séché. Tu regrettes pas? En vrai, non. T'as pas regretté? Pas du tout. Tu t'es pas dit, quand même. Non, je me suis régalé déjà le week-end de course là-bas. Ouais. C'est incroyable. Et puis moi, je suis pas trop repas comme ça, festif. C'était plutôt sympa de prendre la coupe et de rentrer à la maison. C'était quoi qu'il y avait en plus à Monaco que tu kiffais particulièrement? Bah, ce qui est fou, c'est qu'il y a une seule séance d'essai libre et direct à qualif. Donc en fait, tout est basé sur l'adaptation. Et si tu as du mal à te mettre dans le bain, tu pleures. C'était 2021? Moi, je gagne en 2022 avec Alpine. 2022. Et c'était en même temps que le Grand Prix de F1 ou pas? Ouais. Ah, c'est ça. Juste avant le départ. Voilà. Et c'était le moment où Isaac avait gagné à Barcelone, c'est ça? Ou il avait dépassé à Barcelone, c'est ça? Non, il m'avait raconté qu'il avait été repéré, il avait signé avec Red Bull à cette. Non, Isaac, il est pris en 2021. 2021. L'année où on est coéquipier. J'étais plus sûr, ok, d'accord. Voilà. Ok, vous êtes coéquipier, d'accord. Ouais. Tu parlais tout à l'heure d'Alpine. T'es avec Alpine en 2022. Comment ça se passe quand tu intègres l'académie? Moi, j'intègre l'académie fin 2019, quand je gagne la F4 France. Ouais. Donc, je suis signé. À l'époque, c'était Renault Sport Academy. C'était encore Cyril Abitboul à la tête. Ok, c'est Renault à l'époque encore. Donc, j'ai fait partie de la Renault Sport Academy. D'ailleurs, je suis intégré en même temps que Oscar Piastri. On est les deux nouveaux. À Enstone, justement, on arrivait tous les deux. Lui, il venait de gagner la Freca avec RACE. Et moi, je venais de gagner la F4.
Et ensuite, après, j'avais été viré en 2020. J'avais fait une mauvaise année de Formule Renault. Et après, j'ai fait une bonne année 2021. Ils m'ont repris. D'accord. L'année où j'étais avec Isaac et Zayn, où je fais vice-champion. Voilà. D'accord. Et ça t'a aidé? Ouais, ça m'a aidé financièrement. Moi, ça a toujours été difficile, le côté financier. Donc, ils ont toujours apporté un soutien sympa quand c'était Mia Charisman, que je remercierai jamais assez. Ouais. Bon, maintenant, ça a bien changé. Je regrette un peu qu'il soit parti. C'était quoi Qu'est-ce qui t'apportait exactement en dehors de l'aspect financier? Mais déjà, ce qui était génial, c'est qu'on avait un stage à Tenerife tous les ans, Ouais. où on partait 2 semaines avec tous les membres de l'académie. Donc j'y ai été avec Oscar Piastri, avec Victor aussi, on y a été, avec Douane aussi. Ouais. Voilà, on était tous partis en stage à Tenerife et c'était sympa. On faisait vélo, natation, course à pied, muscu. Donc Tout sauf rouler, quoi. Tout sauf rouler. Donc moi, j'avais séché un peu le stage parce que je faisais à l'époque, tu sais, le championnat en UAE là. Ah oui, ouais. Aux Émirats. Aux Émirats, Ouais. en Formule en FRECA. Ouais. Donc j'avais manqué une petite semaine pour aller. J'avais gagné la course à Dubaï et à Abu Dhabi. Voilà. Ok. Et donc tu partais avec les Piastri, en fait les mecs de l'académie qui sont encore pour la plupart, sauf pour Piastri bien sûr. Tout à fait. Tu t'étais impressionné par ce gars ou à l'époque? Qu'est-ce que tu penses de Piastri quand tu es avec lui à l'académie? Alors nous, on est recrutés ensemble. Oscar vient de gagner la FRECA chez Air Race, donc je le connais bien déjà parce que c'est mon équipe, l'équipe où je vais rouler l'année suivante et où j'ai passé pas mal de temps. Oscar, excellent, de toute façon, pas beaucoup d'erreurs, très régulier. Je pense que c'est surtout ça qui le différencie des autres parce que c'était pas forcément le plus vite. On a vu Victor qui avait fait une année quand même extraordinaire en 2020 et qui termine à quelques points d'Oscar, je crois, à 2 ou 3 points derrière. Mais Oscar avait tellement été régulier qu'il a été champion et c'est un peu ce qui l'a sauvé en F3 quand c'était serré l'année avec Théo. Ouais. Et aussi en F2 quand il gagne, c'est toujours présent. Mais tu te dis, parce qu'il fait quand même 2 années qui sont impressionnantes. Avec McLaren, c'est pas forcément évident quand tu dois gérer cette pression-là. Tu te dis à l'époque que c'est un mec qui peut être à ce niveau-là? On se le dit jamais. Ouais. On se le dit jamais. De toute façon, quand on est à l'académie avec les autres, on veut les battre. Et on pense qu'on a tous le même niveau. On est toujours le meilleur parmi les 4. Donc à l'époque, non, j'avais beaucoup de respect. Aucune différence entre toi et lui sur le papier? Absolument pas. Ouais, c'est ça. Absolument pas. Au contraire, j'avais gagné la F4. Ouais. J'étais plus jeune que lui. Il n'avait pas gagné la F4. Ouais. Et l'année d'après, je roulais dans sa voiture chez Harris. Voilà. Ça se finit comment avec Alpine? Ça se termine fin 2022, quand je fais 4 du championnat et que je gagne Monaco. En fait, j'aurais dû passer en F3 en 2022, mais Alpine n'avait pas trop d'argent pour me payer la saison d'F3. Donc, il m'avait proposé de refaire une saison de FRECA et de viser le titre. Parce qu'en fait, le vainqueur de la FRECA gagne, je crois que c'était 250 000 euros de dotation. Okay. Et ça aurait permis justement de passer en F3. Et je ne gagne pas. En finissant vice-champion, je ne touche pas la dotation. Donc en fait, voilà, Alpine décide de ne pas me garder parce que j'avais pas assez de budget pour me financer ma part. Tu gagnes pas de beaucoup ou c'était comment ça s'est passé cette année? Non, je pouvais être champion jusqu'à la dernière course au Mugello. C'était tellement serré, c'est Beganovic qui gagne, Aaron qui fait 2, 3 mini et 4 mois. Voilà, je pouvais être champion jusqu'à la dernière course. Et donc 2022, tu es encore avec eux? Ouais. Nous, quand on se voit... Non, pardon, 2021, je suis plus avec eux. Donc l'année où je fais vice-champion. Ouais, donc, mais 2022, tu es avec eux? 2022, je suis avec eux. Saison avant. Voilà. Et nous, on se voit en 2022. Ouais. Je suis encore Alpine. Fin d'année, tu es encore avec Alpine. Et je me souviens, on discute pendant l'émission avec Manu et Brice de ton futur. Et il y a moyen sur le papier que tu puisses aller en F3. C'est ça à l'époque? Il y avait clairement moyen. Je venais de faire des tests avec Prema en GP3. Il y avait Eric à l'époque, Eric Boulier, qui poussait beaucoup pour moi. J'étais Alpine, donc sur le papier, ça pouvait le faire. Ce qui a freiné, c'est clairement que j'amenais pas assez de budget de ma part et que Alpine ne pouvait pas compenser ce qui me manquait de mon côté. C'est combien que tu dois ramener? Alors moi, l'offre, c'était 1 million d'euros. Et sur 1 million d'euros, il fallait que je ramène 600 000. Voilà. Ok. Ouais, quand même. Ouais. Donc si tu n'es pas d'une famille qui les a, c'est compliqué. Mais on dit toujours que quand on les a, c'est pas grand-chose, mais quand on les a pas et qu'on doit les trouver, c'est colossal. Comment tu fais dans ce genre de cas? On fait pas. C'est pour ça. T'as pas essayé? Si, j'ai cherché tout l'hiver. Alpine avait déjà sa part du budget, mais c'était un budget que, au fond de moi, je savais que j'allais jamais trouver 600 000 euros. C'était impossible. Voilà. Quand tu es là-dedans, donc que tu dis je peux aller en F3, mais il me manque 600 000 balles, tu fais comment? Tu t'envoies des mails
Tu harcèles tout le monde. Moi, j'avais ouais. même une boîte là sur Paris qui m'aidait à envoyer des mails en grande quantité, à contacter les boîtes et tout. Mais c'est tellement des montants astronomiques. Et puis en fait, la F3, alors oui, ça parle, c'est sur Canal+, c'est génial. Mais les gens qui mettent 600 000 euros, ils s'attendent à mieux que ça. En fait. Ouais. Ils s'attendent pas à aider un gamin qui fait de la F3. Donc c'était difficile de convaincre pour un montant aussi grand. Tu veux dire que c'est beaucoup par rapport à l'exposition que ça donne Ouais. Puis même, c'est pas beaucoup de courses, c'est 10 Ouais. courses dans l'année. Je crois qu'à l'époque, c'était même moins, ça devait être 8 ou 9 courses. Donc en fait, le ratio course-prix est juste colossal, sans compter la casse, tout ça. Et moi, mon père, il pouvait pas amener du budget, donc il fallait qu'on trouve autrement, et c'était beaucoup trop gros à trouver. Ouais. Parce que je me dis toujours, tu sais, on en parlait en off aussi, t'as quand même l'impression qu'il y a pas mal de familles qui arrivent à faire rouler des pilotes, quoi. Mais on n'a jamais eu autant. Ouais. Il y a 35 places en FRECA, et c'est 35 places qui sont convoitées Ouais. incroyablement, quoi. C'est les enchères pour avoir le siège dans les bonnes équipes. Donc en fait, c'est un puits sans fond. C'est vrai que ça rend fou, en fait, quand tu te dis que toi, parce que tu es quand même le plus jeune champion de l'histoire de la F4, enfin, de ce qu'on sait de toi, tu étais quand même très rapide. Dis-moi si je me trompe. Moi, j'espère être rapide, ouais. Non, mais je crois, en tout cas sur tes résultats. Mais tu peux pas continuer, quoi, à cause Et de ça. Ce qui est frustrant, c'est qu'en finissant vice-champion de la FRECA, qui est une catégorie extrêmement relevée, Ouais. j'ai même pas été en F3. Donc, ce qui est très mal fait d'ailleurs, en fait, moi, je serais pour faire passer les 5 premiers de chaque championnat Automatiquement. automatiquement, parce qu'en fait, il y avait des pilotes qui avaient fini 15e de la FRECA qui passaient en F3. Et moi, j'avais fini 2e de la FRECA, je pouvais pas passer, il fallait que je refasse une année. Donc, c'est pas logique. Ouais. Après, le problème, je pense, il existe à tous les échelons, à tous les niveaux, hein. Ouais, Tu vois, jusqu'en Formule 1, les mecs qui méritent, ils montent pas non plus, hein. Bah, Théo est un bon exemple, hein, en F2, champion F2. C'est déprimant en fait. Moi, Bah oui, je comprends pas trop ce sport. Drugovic, Ouais. mecs, ils sont champions. Tu te dis, le gars est champion de F2, c'est logique qu'il soit prioritaire. Enfin, je sais pas, hein. Ouais, ça devrait être obligatoire en fait. C'est très mal fait, mais bon. Mais bon, t'as le jeu des académies, t'as le jeu de ceux qui ont plus d'argent que d'autres qui sont plus soutenus. T'as un mec comme Sergio Pérez, par exemple, qui a toujours, même s'il avait du talent, qui arrive toujours avec son sponsor qui est monstrueux, qui lui fait la courte échelle pour toutes les équipes où il va. Ouais. Je pense pas que ce soit trop de la méritocratie, même si les mecs sont bons, mais en fait, on peut pas savoir. Quand tu vois ton profil à toi, on peut pas savoir en fait si t'en as si c'est les 20 meilleurs qui sont là en fait. Ah non, mais c'est pas les 20 meilleurs, c'est évident. Mais ce qui est frustrant d'ailleurs, parce que tu as des mecs excellents qui doivent partir en GT, qui doivent partir en proto, ou même qui doivent arrêter tout simplement, et qui sont largement meilleurs que certains pilotes en F1. Ouais. Pour des raisons extrasportives. Bah, tout à fait, Ouais. ouais, largement. Soit parce qu'ils sont pas dans une bonne académie, soit leur famille n'est pas assez fortunée. Et c'est souvent le problème principal. Tu penses quoi des académies? Je pense qu'il y en a des excellentes et il y en a des très mauvaises. Ouais. Genre Bah, pour moi, la meilleure, c'est Mercedes. Elle prend de A à Z en charge le pilote, donc elle finance la totalité de la carrière. C'est une chance inouïe. Moi, j'aurais rêvé que ça m'arrive. Ouais. T'as tenté Mercedes ou... Non, ça aurait pu, hein, honnêtement. On a préféré jouer à la carte alpine en tant que Français. Ouais. Et puis, de toute façon, le vainqueur de la F4 France était d'office pris chez Alpine. Donc, j'avais pas trop mon mot à dire. J'étais déjà très heureux à l'époque d'être pris chez Alpine. Tu m'étonnes. Ouais, tu m'étonnes. Mais voilà, tu as des académies qui financent en totalité, des académies une petite partie. Et c'est dommage. Ouais. Red Bull aussi, j'imagine que c'est pas trop mal. En fait, quand tu regardes les pilotes qui placent, quelles académies placent des pilotes à eux, tu te rends compte que Mercedes arrive à le faire, même si ça a pris du temps pour George Russell. Ils le font avec Antonelli, mine de rien. Ça peut être sujet à débat, mais ils mettent en valeur leur académie en faisant ça. Ouais. Red Bull le fait aussi, même si bon, tu peux quand même te dire que Sergio Pérez, c'est un pilote Ferrari à la base. Et puis, ça fait un moment que ça bloque, en vrai. Ouais. Mais, je sais pas. En fait, je me pose la question, et c'est pour ça que je te la pose aussi par rapport aux académies, parce que toi tu as été dans une académie, celle d'Alpine, et tu as quand même l'impression que, probablement, peut-être du fait qu'il n'y a que 20 places en Formule 1, ça bloque à un moment donné, et tu as plein de mecs qui peuvent faire monter, quoi. Non, mais moi, ce qui m'a limité, c'est pas d'être chez Alpine, c'est simplement qu'ils n'aient pas de budget, en fait. Si j'avais été dans la situation de Mercedes, de Paul Aron par exemple, qui était mon rival en FRECA, quand je fais vice-champion de la FRECA, il fait 3e.
lui était financé en totalité par Mercedes. Donc c'était quand même une grosse différence et ça permet de rouler dans de meilleures conditions, de faire des tests hivernaux, de se préparer mieux et de performer forcément mieux durant la saison. Ouais, tu as plus de roulage, tu vas peut-être rouler dans des équipes qui ont plus de Ouais. budget, genre Prema. Ouais, tout à fait. Pour ceux qui. C'est quoi Mercedes qui a mis Antonelli chez Prema? Mercedes ou Typiquement, Ferrari, voilà, ou c'est Ferrari souvent qui fait ça. Prema, ouais. Et là, quand tu es chez Prema, tu as plus de chances de gagner, de te montrer. Mais c'est comme en F1 quand tu es chez Red Bull ou McLaren. Donc même en performant moyennement, tu peux finir cinquième, alors que dans une autre écurie, il faudrait faire des exploits pour faire cinquième. Ouais. Ce que tu me disais, c'est qu'en fait, là, si tu bats ton coéquipier, techniquement, tu es champion, quoi. Voilà, c'est ça. Chez Prema, on dit toujours que si tu bats ton coéquipier, tu es champion. Parce que c'est souvent, en fait, c'est souvent le cas hein, quand on regarde les championnats. Ça arrivait très souvent que Prema il fasse 1 et 2 ou 1 et 3. Et ça signifie en fait que à partir du moment où on domine son coéquipier, on est champion en fait. Voilà. C'est ce qui s'est passé avec Piastri en F2 quand il bat Schwartzmann. Voilà, ils font 1 et 2 du championnat. Schumacher, je crois, est champion sur Prema aussi. Oui. Oui, cette année, ils sont un peu moins bien parce qu'ils ont mal géré la réglementation. Mais effectivement, quand tu es dans ce genre de contexte, qu'on te met dans ce genre d'équipe, Ouais, c'est plus facile. Ouais. Bon, après, il faut le battre, le coéquipier. Oui, il faut le battre. C'est vrai. Ça dépend qui on met en face. Ouais. Mais dans l'idée, c'est plus facile de battre un seul coéquipier que de battre 20 mecs sur la grille. Tes derniers coéquipiers, donc c'est Isaac en 2022. C'est Bortoleto Fluxa, Ouais, Bortoleto qui joue le titre. ouais, qui est en tête de la Formule 2. Ouais. Tu as une anecdote avec lui, je crois. Ouais, avec Bortoleto, ce qui est drôle, c'est qu'on est ensemble depuis 2017, Ouais. depuis le karting, championnat Vous d'Europe, suivez, quoi. championnat du monde, ouais, on a toujours été ensemble. Et l'anecdote, c'est que je lui fais un freinage de fou à la WSK pour gagner la WSK à la Conca en kart. Je t'enverrai le dépassement là sur 2 roues. T'avais buzzé, je crois, tu m'avais dit. Pardon? T'avais buzzé avec ça, non? Ouais, ça avait fait le dépassement est buzzé. des centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux. Parce que en fait, je me mets quasiment en tonneau en le doublant. Donc, je me mets vraiment sur 2 roues, je m'appuie sur lui. Et l'anecdote, c'était que la veille, dans une manche, j'essaie de le doubler au même endroit et je me loupe et je lui arrache une roue, donc on abandonne. Et là, je le double dans la finale pour gagner la course et on fait 1 et 2. Et d'ailleurs, le podium de cette course à la Conca, ça fait David, Bortoleto, Aaron. T'avais une bonne relation avec lui? Ouais. Alors, ce qui est drôle, c'est que quand il est arrivé chez Air-Race pour être mon coéquipier là en Freca, j'ai été le voir et je lui ai dit, je te promets que j'essaierai de te faire le même dépassement qu'on a fait en kart, mais en monoplace. Il a pas rigolé. Non, il a pas rigolé. T'es en contact encore avec tout ce monde? Les gars qui sont F2 Ouais, beaucoup. Ouais. Bah, en fait, c'était il y a 2 ans que je roulais avec Ouais, Gabriel. j'avoue, j'ai l'impression que ça fait longtemps, en fait. C'était 2022 et là, on est en 2024. Donc, il a juste eu le temps de gagner la F3. Sinon, on était ensemble. C'est vrai qu'il a gagné la F3 direct. Première année, ouais. Et là, il est. Première année F2, ouais. Ouais, mais il joue Il est la en victoire. tête, ouais. Ouais, il est très bon. Il est très très bon. Tu t'aurais imaginé aussi à l'époque, parce que tu battais aussi, non? Ouais, je le bats au championnat, mais il était très rapide en qualif. Il était dur à battre en qualif, mais c'est pas le plus dur. Le plus dur que j'ai eu, c'était Colapinto en Formule Renault. Tu vois, comme quoi. Putain, il était vraiment rapide. Hein. Ouais, Mais c'est fou parce que ce mec-là, j'ai l'impression que, entre guillemets, personne l'a vu venir, tu vois. Je sais pas, hein. Non, mais il a toujours roulé dans des mauvaises équipes. Ouais, en fait, il a toujours roulé chez MP, qui est pas une équipe qui est pas mauvaise sur le papier, mais qui est pas dominante. C'est pas Prema, c'est pas Hart, c'est pas une grande équipe. Ouais. Mais il a toujours été excellent. C'est beau. Et techniquement, il n'y a pas de place pour lui l'année prochaine. Il n'y a pas de place pour lui, mais il y en aura pour la suite. Et ouais, j'ai vu directement qu'il était bon parce que l'année qu'on fait ensemble en Formule Renault chez MP, il me domine toute la saison. J'étais un peu démoralisé à la fin de la saison et je signe chez Air-Race. Et c'est là que je me retrouve avec Isaac et Zayn et où je fais vice-champion, loin devant lui, qui était resté chez MP et qui avait redoublé chez MP. Donc en fait, je pense qu'il y a une grosse partie qui est liée à la voiture, parce que moi je fais vice-champion en changeant d'équipe, et lui je crois qu'il termine 7e cette année, alors qu'il m'avait dominé la première saison. Le meilleur en qualif c'était Isaac, le meilleur en course c'était Zayn. Zayn, il faisait toujours des remontées incroyables, donc je me retrouvais toujours en course avec lui à la bataille, mais en vitesse c'était Isaac le plus difficile à battre en qualif. Antonelli, t'as jamais roulé avec? Jamais. Trop jeune, lui. Ouais, il est plus jeune que moi. Toi, t'es 2004. Et lui doit être 2006, ouais. Ça, c'est lunaire. Ça, c'est vraiment fou. Ah bon, lui, pour le coup, c'est une dinguerie. Tu penses quoi du fait qu'il ait été placé chez Mercedes? Moi, je trouve ça bien. Bien pour les jeunes.
Non, il a eu une carrière assez spectaculaire. Il a été pris très jeune par Mercedes. Ouais. Mercedes l'a emmené du karting jusqu'à la F1 en le c'est plaçant ouf. toujours chez Prema dans les meilleures conditions. Donc non, il a fait le travail, hein, il était très bon. Donc, ouais, non, c'est cool. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner Antonelli, parce que pour le coup, là, la pression. Ouais. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, hein. Ouais. Si tu te mets à sa place, la pression que tu dois avoir quand t'es propulsé là chez Mercedes, t'as 18 ans, Ouais. il a une tête, on dirait il a 15 ans. Ouais. Non, il est hyper jeune, C'est mais génial. il est bon. Ouais. Il est très très bon. Tu refais une pige en Freca en Ouais. 2023. 2023. Comment ça se goupille tout ça? Bah, je fais une pige avec Art Grand Prix à Spa. Ouais. En fait, Art m'appelle parce qu'ils avaient un problème avec un pilote à eux qui était malade, Charlie Wurtz, qui est en F3. Ouais. Ça faisait un moment que j'avais pas roulé en Freca. Ça se passe bien, mais ça se passe bien jusqu'au dimanche où on a l'accident très triste et malheureux de Dilano. Ouais, c'était cette course. Ouais, c'était cette course où Ok. voilà. Je termine 3e, mais malheureusement, on ne savait pas en fait l'accident. Ils ont mis drapeau rouge dans le dernier tour et on ne savait pas du tout qu'il y avait eu un accident grave. Personne ne nous l'avait dit, donc ils ont fait le podium, tout ça. Ah, ils l'ont fait? Ouais. Ok. Et en partant, il y a le team manager de Art qui me dit ouais, il y a eu un accident très grave. Donc je dis ah bon. Il dit ouais, c'est pour ça qu'ils ont mis drapeau rouge. Il me dit mais c'est très très grave. Je dis ah bon, j'étais surpris. Et sur la route du retour, là, quand je rentre à Paris en voiture depuis Spa, il nous appelle, l'organisateur du championnat, et nous dit ouais, Dilano est mort. On n'y croyait pas, on était dans la voiture. Je me rappelle, je descendais avec Mathieu Zangarelli, là, qui travaille chez Art. J'y croyais pas, ouais. C'était incroyable. Et puis je l'ai vu 10 minutes avant le départ avec sa copine. Ouais, c'était incroyable. Tu le connaissais? Ouais, j'ai toujours roulé avec lui. Ouais. Ok. Ouais. C'était quelqu'un qui discutait pas trop, mais qui était bon. Il avait été champion d'F4 en Espagne. Mais c'est difficile d'admettre qu'on perd quelqu'un avec qui on a toujours roulé. Surtout que ça arrivait tellement vite. En fait, 2 heures avant, j'étais avec lui sur la grille. Ça fait froid dans le dos quand on en parle. Ouais. C'est un accident dans le Radillon aussi, je crois. En haut du Radillon, il pleuvait. Sur accident aussi. Ouais. C'est toujours là-dedans. En fait, je pense il pleuvait énormément et les arbres en haut du Radillon gardent pas mal l'eau. Ouais. Donc ça fait une projection qui est juste énorme et on voyait absolument rien. Ils auraient dû mettre drapeau rouge. Toi, ça change ta vision, ton approche, parce que je sais pas si c'est la première fois qu'il t'est arrivé quelque chose comme ça sur une des compétitions dans lesquelles tu étais engagé, parce que le sport automobile était un sport dangereux, ça on le sait, mais j'imagine que quand ça arrive, ça doit te choquer, ça doit te déclencher quelque chose. Oui, ça choque parce qu'en fait, on se dit toujours que ça arrive qu'aux autres et que ça ne nous arrivera pas. Mais quand ça arrive aussi proche de nous, ça fait vraiment un électrochoc. Ça m'est arrivé aussi avec Antoine, Ouais. Antoine Hubert, qui était dans l'académie Renault l'année où j'y étais. Donc ça faisait 2 disparitions en 3 ans dans le même virage à Spa. Ouais. Donc c'était difficile. Oui, Antoine Hubert, ça arrive en 2019. Toi, tu venais d'arriver, c'est ça? Moi, je venais d'arriver chez Renault. Je venais d'être signé. J'imagine que ça doit... Ouais, en tant que pilote, enfin, moi, je peux pas l'imaginer, mais je veux dire, en tant que pilote, quand c'est quelqu'un qui fait la même chose que toi, est-ce que tu te projettes? Tu te dis, ça pourrait m'arriver? Parce que je sais qu'on voit des interviews de pilotes qui disent qu'ils n'ont jamais peur, parce que si tu commences à conduire avec la peur, c'est là où tu peux plus piloter. Mais est-ce que ça peut changer ton ressenti? Est-ce que ça le fait évoluer? Non, en fait, une fois qu'on est dans la voiture, qu'on a le casque sur la tête, on n'a aucune appréhension. C'est juste quand on réfléchit à ce qu'on fait, on se dit vraiment, est-ce que ça a du sens de faire des ronds sur une piste à 300 km/h? C'est un peu immoral en fait, hein. Ça, c'est prendre des risques inutiles, mais bon, au final, c'est une passion et on n'arrive pas à s'en défaire. Ouais, sachant que tu as la famille, tout ça derrière, surtout quoi. Ouais. Je comprends. C'est ma maman qui aimerait que j'arrête. C'est vrai? Ouais. Ils le vivent comment, tes parents? Non, mes parents, ils le vivent bien, mais ma maman, c'est toujours difficile les départs de course ou dans les accidents. Des fois, ça tape fort et on ne sait jamais trop ce qui se passe. Les caméras arrêtent de filmer. Ouais. La communication aussi, quand on n'est pas sur le circuit, qu'on est à distance, ça met vraiment du temps avant d'avoir des nouvelles. Moi, je touche du bois, hein, j'ai jamais eu grand-chose, mais pour ceux à qui ça arrive, c'est difficile. J'imagine que c'est stressant, quoi. Ouais. Tu sais pas, quoi. Ouais.
C'est pour ça qu'il y en a qui y vont pas, ou enfin, on a vu des parents, je me souviens, je crois que c'est sur Netflix, dans la série, où les parents de Ricardo, tu vois qu'ils sont vraiment en stress. La maman, elle est très stressée sur le départ, de Ouais. chaque Grand Prix où elle va. Pas bien, mais ça se comprend, hein. Enfin, Ouais, enfin, j'ai pas d'enfant, mais tu vois, ça peut se comprendre, quoi, tu vois, j'imagine. Après ça, donc tu fais cette pige. Après ça, tu refais des courses ouais, alors en après, j'en Africa? fais des courses où c'est mon premier job Ouais. d'étudiant, c'est j'étais payé pour rouler en FRECA Ah ouais, dans une équipe qui était en fond de grille, ok, mais qui m'appelait pour essayer de développer la voiture. ok, Donc j'ai fait 3 manches avec eux qui étaient très bien payés. Donc c'était mon ok. premier job de pilote pro en FRECA. C'est énorme. Donc tu étais en gros là pour les aider sur l'aspect technique, développement de la voiture, quoi. Ouais, on faisait que du réglage tout le Ok. week-end. Alors j'ai pas réussi à mettre des points, j'ai fini 11e plusieurs fois, ce qui était bien pour eux, hein, mais sur 30 voitures. Mais c'est vrai que ça a changé de Air Race où je me battais pour des victoires tous les week-ends. Tu vivais comment? Différent? T'aimais ou pas? Parce que tu vois, je me souviens d'un Fernando Alonso qui disait, bon, je sais pas s'il disait ça parce que il était obligé ou j'en sais rien, mais qui disait quand il était chez McLaren, tu sais, quand il est revenu chez McLaren, qui disait non, ça va, j'aime bien les batailles dans le peloton, ça me change, enfin, tu vois, après Ferrari. Non, bah, les batailles au milieu de peloton, elles sont terribles. Ouais, Donc c'est moins bien que d'être devant, hein. ouais, S'il y, ouais. il y a des pilotes qui ont des doutes, ils n'ont pas besoin d'essayer. Ouais, Et je peux le croire. non, honnêtement, c'était cool de faire du développement, j'avais pas la pression. Ouais. J'étais uniquement là pour les aider, donc on regardait pas trop le résultat, on était là pour essayer de faire une voiture plus rapide. Ouais. 3 courses du coup, Je fais 3 manches, ouais. t'as pas C'est- continué. Bah, c'était les 3 dernières manches de la Ok. saison, et après ils ont arrêté. Ils n'avaient pas de pilote. Et puis la FRECA, c'est un niveau très relevé où il y a quand même des écuries qui dominent. Il y a Prema, Art, Air Race. Ouais. Donc c'est dur de faire sa place. Ouais. La monoplace, elle s'arrête là du coup. Monoplace, elle s'arrête fin 2023. Ouais. Là, je Pour me toi. dis que je vais retourner à l'école, à Sciences Po. Ouais. Que On va en parler. On va en parler, mais que Ouais. c'est un bon plan B. Et puis finalement, il y a Air Race, GP, qui me rappelle pendant l'hiver 2023 pour me demander si j'ai envie de me lancer en proto. Ok. Il lance le programme LMP3 Endurance. Et donc, il me propose de rouler avec Fabien Michal, qui a remporté 3 ou 4 fois le championnat de GT, qui est excellent, et avec qui je viens de terminer la saison la semaine dernière à Portimao. T'as kiffé? Honnêtement, c'est la Ouais. meilleure année de ma vie. C'est vrai? Ouais. Alors, c'était trop court, c'était un championnat de 6 manches, c'était avec le LMS. Ouais. Mais non, c'est incroyable. Avec Fabien, on a vécu des moments extraordinaires. La victoire à Mugello, où on a dominé, pôle aux essais, en qualif et course avec 42 secondes d'avance. Donc c'était juste extraordinaire. Et puis c'était une complicité un peu de père-fils, parce que lui, il a 46 ans, moi j'ai 20 ans. Il roule très bien. Il a fait 6 pôles sur 6. Donc non, c'était juste extraordinaire. Ça change quoi par rapport à la monoplace? Ça change que j'y retournerai pas définitivement. Ouais. Et que maintenant, l'objectif, c'est une carrière pro en endurance. Donc l'objectif, c'est de faire LMP2 l'année prochaine. Ouais. Et puis de monter en hypercar un jour ou l'autre, le plus tôt possible. Ouais. C'est un objectif de gagner Le Mans, par exemple? C'est un rêve, Ouais, plus rêve. qu'un objectif. Ouais. Euh, Je veux dire, ça serait un objectif, ouais, du coup, un rêve. Ouais. Ok. c'est un vrai rêve de gagner Le Mans. D'abord en LMP2, et puis ensuite en hypercar, dans quelques années, j'espère. Ouais. Tu penses que ça serait le max que tu pourrais faire maintenant? Gagner Le Mans? Ou tu Gagner aurais le- d'autres rêves en sport auto possibles que tu pourrais imaginer? Non, moi, mon rêve en sport auto, c'est de reprendre une équipe de F1 un jour. Ok. Mais avant ça, gagner Le Ouais. Mans en hypercar, ce serait cool à mettre sur le CV. Donc, ouais. Il y a encore quelques années de boulot avant d'y arriver. Tu as été managé par Eric Boulier. Ouais, Là plusieurs maintenant, années. c'est Jean-Éric Verne, pardon, qui t'accompagne. Ouais. Euh, c'est quoi leur rôle? En quoi ils t'aident? Et par exemple, est-ce que ce genre de choix d'aller vers l'endurance, est-ce que c'est eux qui te le conseillent ou c'est toi qui prends la décision? Alors, eux me conseillent, moi je prends la décision. Mais c'était assez clair de toute façon que je pourrais pas continuer en monoplace parce que les budgets sont bien trop gros. Ouais. Donc ils m'ont trouvé ce siège-là avec RSGP en LMP3, qui s'est très bien passé. J'ai fait mes premiers tests en LMP2 la semaine dernière à Portimao. Bien passé aussi. Donc très bien, ouais. On essaie de trouver un siège pour la saison prochaine, le faire dans de bonnes conditions, dans une bonne équipe.
Et pourquoi pas s'affilier dans le futur avec un junior team hypercar et essayer de monter en hypercar prochainement. Il y a une limite d'âge ou pas pour les junior teams? Non, il n'y a pas de limite d'âge. C'est plus tard que la monoplace. Si vous regardez, je pense que les pilotes, la moyenne en hypercar, c'est plutôt 25 ans. T'as le temps. Donc voilà, je laisse Jean-Éric Parce que- tout gérer. Parce qu'en fait, je le répète, mais juste à 20 ans. En fait, tout ce que tu nous as raconté, tu vois, t'as 20 ans. Je me souviens à l'époque, t'avais 18 ans, déjà tu parles extrêmement bien, donc ça te donne, ça te rend, enfin, je sais pas, t'as l'air vachement mature. C'est Sciences Po, ça. Tu penses, moi je pense que tu penses pas que c'est la carrière, le fait d'avoir cette pression, le fait d'être, voilà, d'avoir des responsabilités professionnelles. Si, aussi. Depuis tout petit, hein, de toute façon, il y a la pression des résultats. On est toujours avec des adultes qui Bah oui. nous obligent à être matures. Donc oui, ça aide aussi. Attends, t'es 2004. Ouais. On a 11 ans d'écart. Ouais. C'est chaud. C'est pas mal. Enfin, je veux dire, tu vois, on en parlait en off tout à l'heure. Je suis impressionné par votre gestion des choses et la maturité dont vous faites preuve. Je disais la même chose à Isaac. Mais ça se comprend, c'est logique. Quand tu vois l'équation, tu te dis, OK, beaucoup de pression, beaucoup de responsabilité. Normal, mais franchement, c'est impressionnant. Donc sur le rôle de Jean-Éric Vergne, il fait quoi exactement? Il t'aide? Jean-Éric, il essaie de t'accompagne. m'ouvrir les portes au maximum. Pour l'instant, elles sont fermées. Il essaie de trouver la clé. Mais il est très bon. C'est Jean-Éric, Renaud Derlot, qui sont associés avec Julian Jacobi. Là. L'objectif, c'est de monter en hypercar et d'être pilote pro. Donc, c'est eux qui ont les cartes entre les mains. Moi, j'essaie de performer sur la piste et de rendre l'équation un peu plus facile. Ok. Tu fais des études? On en a parlé. Tu es à Sciences Po Paris, du coup? Ouais. Je me souviens que quand on s'est vu la première fois, tu rentrais. Tu faisais ta rentrée à Sciences Po. 2022, en septembre, j'ai fait ma rentrée. Exactement. Ouais. Donc on était en novembre, ça venait de commencer. Là, tu es en 3e année. Tout à fait. Ouais. C'est ça. Pourquoi, à la base, tu décides de te lancer à Sciences Po? Déjà, c'est mon père qui m'a toujours mis la pression de bien travailler à l'école. Sinon, je resterai à la maison, je regarderai le sport auto à la télé. Ouais. Si t'es pas pilote, bien sûr. Ouais. Mais bon, il voulait pas Ouais. continuer à financer en karting et tout ça si je performais pas à l'école. Et sur la piste, hein, donc il y avait une nécessité de performer sur les deux axes. Et puis moi, j'ai toujours aimé l'école. Donc quand j'ai eu le bac, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. J'avais pas envie d'arrêter parce que je trouve que c'est trop léger. J'ai postulé à Sciences Po, j'ai eu mon entretien ici, l'oral à Paris, à rue des Saints-Pères. Et puis ensuite, j'ai été pris. C'était une super nouvelle, c'était juste après ma victoire au Grand Prix de Monaco. Donc c'était 2 événements qui seront importants, je pense, dans ma vie et qui sont arrivés quasiment en même temps. T'es pas rentré par le concours, tu me disais. Alors non, j'ai fait un entretien, j'ai eu la chance C'est d'être ça. sportif de haut niveau. Ouais, ok. Donc en fait, voilà, c'est sur dossier. J'ai quand même dû rencontrer le directeur du programme pour vérifier que les cases étaient bien allumées. Elles le sont, je te garantis en tout cas. Puis c'était bon. C'est l'impression qu'on a. Pourquoi des grandes études? Pourquoi Sciences Po? En fait, je sais pas quoi faire. Je Ouais. savais pas quoi faire. Maintenant, j'ai une idée un peu plus claire. Et je me suis dit, qu'est-ce qui ouvre toutes les portes? Sciences Po Paris. Ouais. C'est un petit peu le couteau suisse. On peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et puis, je peux me spécialiser en master. C'est ce que je vais faire. Et puis, viser un jour, pourquoi pas reprendre une équipe, team manager. Ça serait cool. Donc tu vas prendre une spé un peu management. Ouais. Ouais, management. C'est possible d'être pilote et de faire des grandes études? Parce que, je l'ai dit au début, tu es très occupé. Tu as un calendrier, j'ai vu ton calendrier, c'est ouf. Tu me disais tout à l'heure que demain tu pars à Bristol et le soir tu repars à Monza. Ça paraît de l'extérieur impossible de gérer des grandes études comme Sciences Po Paris avec ce genre d'emploi du temps. Comment tu fais? Déjà, il n'y a pas de vacances. Donc, il n'y a pas de vacances d'été, il n'y a pas de vacances d'hiver. C'est le deal avec Sciences Po. C'est que, bon, d'accord, je vais pas en cours comme les autres élèves, mais par contre, j'ai pas de vacances comme les autres élèves. Okay. Donc, l'été, je dois renvoyer des devoirs. L'hiver, je dois renvoyer des devoirs. Et je dois passer mes oraux ici à Paris. Donc, ça m'arrive de prendre l'avion le dimanche soir en rentrant d'un circuit. Ouais. Et de passer mon oral le lundi ou le mardi ici à Sciences Po. Quand est-ce que tu bosses? Par exemple, les devoirs que tu dois rendre, tu les fais quand? Je me fais des fiches de révision que je lis le soir avant de dormir, avec mes caméras embarquées toute la journée.
Tu kiffes vraiment l'école, du coup. Ouais, j'aime ça. Trop bien. C'est sympa parce que ça dépend vraiment de soi. Ouais. Je trouve qu'il y a une vraie méritocratie à l'école qu'il n'y a pas en sport auto. Et on l'a déjà Ouais. évoqué. Ok, c'est grave intéressant. Parce que je me dis, Sciences Po, ça doit être demandant quand même en termes de niveau et tout. Tu me disais que tu suivais les cours avec il y a une caméra dans la salle à laquelle tu as accès et tu peux bosser tes cours comme ça? Ouais, je peux suivre les cours et renvoyer les devoirs ensuite dans la même journée, si j'ai bien écouté en classe. Et c'est un programme spécial ou c'est programme normal et juste toi, Non, en t'es fait, aménagé? on fait le programme licence de Sciences Po Paris, le même Ouais. diplôme que les autres. C'est simplement que ben moi, je le suis à distance quand je peux pas être en présentiel. Voilà. Ok. Et donc tu vas en cours quand même ou zéro? Ouais, ça m'arrive. Quand j'ai pas de course, faut que je vienne un peu à l'école. Ouais, un petit peu quand même. Mais je sais pas comment tu fais parce que pour le coup, ça doit être très 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 demandant au niveau de ta charge, quoi. Si tu as tout ça, plus l'école, il faut que tu réussisses tes cours, ça va, ça se passe bien? Ils sont aussi exigeants qu'avec les autres ou pas au niveau des résultats? Ouais, ils sont aussi exigeants. Surtout, il y a des profs qui aiment pas trop quand ils nous voient pas pendant plusieurs semaines. Ouais. Donc, non, faut essayer d'être organisé. Je pense que c'est la clé, être discipliné. Quand on se dit qu'on travaille 1 heure, on pose le téléphone et puis travailler 1 heure, Ouais, une vraie heure. ouais, Voilà, pas aller sur Insta, regarder Lucas par les fins. n'y allez pas. Et puis, non, je pense que c'est une grosse partie d'organisation, mais d'un côté, on a été formé comme ça avec le sport de haut niveau. Ouais. Et on sait que si on bosse pas, de toute façon, ça marchera jamais. Il y en a d'autres, des comme toi ou des profils comme toi? Ouais, il y a pas beaucoup, mais je sais qu'il y a Teddy Riner qui a fait Sciences Po Paris. Ah ouais, Ouais. ok, Alors, il y a longtemps, mais il l'a fait. ok. Et il y a Paul Louchatin qui, Ouais, je vois. chez Alpine Ouais. en hypercar, qui a fait Sciences Po aussi. Ok. Voilà. Donc même format de programme que toi. Je ne l'ai pas demandé à Paul Lou, mais en tout cas, il a été diplômé du master de Sciences Po Paris. Ok. Donc, il a dû bien bosser aussi. C'est rare, non, quand même? Ouais, c'est J'ai l'impression. Non, c'est très rare. C'est pour ça qu'on en parlait, on en parlait il y a 2 ans quand tu étais rentré. Moi, j'ai regardé, effectivement, j'ai l'impression que ton profil, en faisant des études, en ayant ce genre de vie-là, euh, c'est rare, non? C'est pas commun, mais c'est bien parce que du coup, quand on arrive à l'école, les autres élèves, ils nous regardent d'un œil différent. Ouais. J'imagine. Le mec est jamais là, quoi. Le mec est jamais là, il Ils regarde les demandent cours avec une si on est caméra. en freelance ou pas. Ouais, c'est ça, est-ce que le gars existe? En tout cas, je sais pas si j'aurais été capable, tu vois. Je me pose la question avec la. Ça doit être. Je sais pas, ça doit être dur, quoi. Bah, c'est pas simple. Mais d'un Ça te côté, plaît? ça me plaît énormément, C'est donc c'est essentiel. pas un Je veux effort. dire. Ouais. Et puis en plus, ça te servira parce que Sciences Po Paris, c'est sûr. Mais on va parler de tes projets, Ouais. après. Juste une question que j'avais pour toi. Tu m'as dit que tu étais coach. Donc maintenant, tu coaches des pilotes. Tu peux me raconter? Alors, coach, c'est un grand mot, mais j'accompagne des pilotes qui sont en Formule 4 et Ouais. en FRECA. Voilà, en fait, des jeunes pilotes qui veulent avoir un peu mon expérience. Donc, je viens avec mes caméras embarquées, les pole positions que j'ai pu faire en FRECA. Ok. Je leur montre pour qu'ils aient le moins de doutes possible et qu'ils puissent le mieux performer. Donc, ça me prend pas mal de temps aussi parce que quand je suis pas en course pour moi, je passe pas mal de temps sur les circuits pour des jeunes pilotes. Et je suis un pilote là qui est chez Red Bull qui s'appelle Enzo Dellini, Ouais. qui est très bon, très prometteur. Et j'espère qu'il ira loin. Je pars à Macao dans 2 semaines avec lui, donc j'espère que je touche du bois, que ça va bien se passer. Mais tu fais quoi pour lui exactement? Sur un week-end, par exemple, de course comme Mais ça? je vais au D'accord. bord de la piste déjà, regarder si il utilise les bonnes vitesses, Ok. comment passent les autres, voir s'il y a de grosses différences de lignes, de trajectoires, de rapports. Ouais. Je lui dis aussi moi ce que j'ai vécu, parce que j'ai fait le Grand Prix de Monaco, Ouais. de Macao. Ouais. Donc voilà, je lui fais part de mon expérience et je lui montre un peu les erreurs à ne pas faire et ce qu'il faut faire. Voilà. Quel âge il a? Il a 16 ou 17 ans. Ok. Comment ça a commencé, ça? Le coaching, ça a commencé grâce à RASGP. Ouais. En fait, ils avaient des jeunes pilotes en F4 et ils m'ont demandé de venir pour les encadrer parce que notamment pour prendre des notes lors des débriefs avec les ingénieurs, pour qu'ils s'organisent un peu mieux et qu'ils progressent plus vite. Donc j'ai commencé comme ça et puis maintenant il y a de plus en plus de demandes. Ouais. Et ça te prend beaucoup de temps, ça, maintenant? Ça me prend pas mal de temps parce que Enzo Dellini fait un gros programme de FRECA. Il est très bon en plus, donc voilà, l'idée c'est de gagner le championnat l'année prochaine. Donc faut être sérieux, tant lui que moi. Ouais. Donc là, tu es coach. Bon, coach, tu accompagnes des pilotes plus jeunes. Ouais. Tu es pilote. Tu fais des études.
Euh, c'est quoi ta semaine type, en vrai? Bah, la semaine type, c'est école Ouais. le lundi, mardi, mercredi. Mhm. Souvent, le jeudi, ça À part. distance? Alors, quand je peux pas être en présentiel, Ouais. je le fais à distance. Ok. Le jeudi, c'est souvent un départ sur un week-end de course, que ce soit pour moi ou pour un autre. Et puis ensuite, week-end de course. Et puis voilà, c'est reparti. Ça, c'est toujours la même histoire toute l'année. Du coup, là, tu es étudiant, techniquement, Ouais. et tu bosses, tu gagnes ta vie, là. C'est un bon job étudiant. C'est cool de pouvoir aller sur le circuit. C'est mieux que de travailler dans un restaurant parisien. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Mais tu charbonnes quand même. Il n'y a pas de. Ça Voilà, arrête c'est jamais. mieux, Ouais. mais bon, ça reste que. Ça arrête pas beaucoup et ma copine fait un peu la gueule quand elle me voit une semaine par mois à la maison. Parce que là, tu es basé à Barcelone. Ouais. C'est En ça? fait, ma famille est à Barcelone. Ouais. Donc moi, je fais les allers-retours Barcelone-Paris pour passer les oraux ici à Sciences Po. Ouais. Et puis ensuite, Barcelone, je prends l'avion pour aller sur les circuits un peu partout dans le monde. Tu sais combien d'avions tu prends par an ou pas? Ouais, l'année dernière, j'en ai pris plus de 100 Wow. dans l'année. Donc ça fait un avion tous les 3 jours. Ouais, c'est ça. C'est quoi ton objectif, du coup, avec ce que tu fais en ce moment, tes études? Bon, tu l'as évoqué tout à l'heure. J'aime beaucoup cette idée-là, justement. Quel est ton objectif avec tout ce que tu fais? Bah, l'objectif déjà, c'est d'avoir une carrière de pilote d'endurance en hypercar. Ouais. Ça, c'est le plan A. Si le plan A fonctionne pas, le plan B, c'est de me spécialiser le plus tôt possible à Sciences Po, de valider Sciences Po, un bon diplôme, et ensuite de me lancer en tant que... Je rêverais de devenir team manager dans le futur. Voilà. Ok. Reprendre une équipe de F1 dans 20 ans, ce serait un rêve. Pas tout de suite parce que je suis un peu jeune, je pense, mais voilà, me faire de l'expérience dans des équipes de Formule 2, Formule 3, et puis un jour, pourquoi pas arriver en F1, ce serait un rêve. C'est quoi Honnêtement. tes inspi? Toto Wolff, il a Ouais. arrêté en F3 de rouler, il s'est spécialisé, il a fait l'université de Vienne. Ouais. Et après, il a, voilà. Le T'as reste, Horner aussi qui a ce genre de profil, Christian Horner. Ouais. Il roulait aussi. Voilà. Des pilotes qui n'ont pas pu aller trop Ouais. loin, qui ont dû se recentrer, mais qui n'ont pas été ingénieurs. Ouais. Voilà. Moi, je veux pas être ingénieur, je suis pas assez bon avec les chiffres. Ouais. Et je pense que je serais mieux en manager d'une écurie. Toto Wolff, c'est une belle inspiration. Ouais. Si tu arrives à son niveau de réussite global, j'ai envie de te dire. Ça bien. prendra du temps, je pense. Ouais, mais c'est marrant parce que tu vois, c'est pour ça que je voulais qu'on aborde ce sujet parce que tu es pilote, mais tu penses déjà à la suite. Ouais. Tu vois. Et tu l'as déjà en tête, tu as 20 ans, et tu me dis j'ai envie de reprendre une équipe dans le futur. Donc ça veut dire que tu considères déjà la fin de ta carrière de pilote. Euh, et peut-être, j'ai même l'impression que ça te fait plus envie que de piloter, non? C'est possible? Ouais, parce que je pense qu'il y a aussi la méritocratie Ouais. qu'on n'a pas en sport auto. Ça dépend pas de nos résultats. Même si on est champion de F4, vice-champion de FRECA, on ne peut pas aller en F3. Donc je me dis que peut-être qu'en tant que team manager ou dans une écurie, si on fait bien son travail, on a une chance de devenir bon et d'avoir une belle carrière. Ouais, il y a une question de réseau, de politique aussi, je pense, surtout en Formule 1. Mais effectivement, c'est pas la même avec les budgets, avec tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. Mais ouais, j'aime beaucoup l'idée de Toto Wolff, tu vois. Parce qu'effectivement, pilote qui a pas forcément performé, Ouais. mais qui utilise le reste Ouais. pour arriver au top, quoi. Ce sera dur d'atteindre son niveau, mais Ah oui, je en pense. tout cas, Bah, je te le souhaite, hein. avoir une carrière de team manager, ça peut être passionnant Ouais. parce que je passerai ma vie sur les circuits. Ouais. Parce que c'est une passion avant tout. Hein, Ouais. voilà, voyager dans le monde entier pour voir des voitures, des Mm. Formule 1, c'est quand même très sympa. Et aussi parce que je pense que j'arriverai à être très heureux en faisant ce travail. Ouais. Je me demande, c'est quoi la première pierre que tu poses quand tu finis ta carrière de pilote et tu te dis, je veux faire ça. Genre, mon objectif, c'est d'être team manager de F1. J'en suis là. C'est quoi le premier truc que je fais, tu Aller à l'école, vois? Ouais. c'est ce que je fais actuellement Ouais. parce que je me dis que les portes s'ouvrent beaucoup mieux quand on est diplômé d'une grande école. Ouais. Donc je vais commencer avec Sciences Po, je verrai si je valide un autre diplôme par la suite. Et ensuite, voilà, postuler dans une équipe, quelle qu'elle soit. On commence bien sûr par le bas de l'échelle. Et ensuite, au fil du temps, essayer de monter et d'avoir des rôles de plus en plus importants dans l'équipe. C'est pas mal la vision, je pense. Mais c'est fort de l'avoir à ton âge, hein. Franchement, Je saurais pas quoi faire en fait si j'avais pas le... ça te rassure d'avoir cette idée ou... Ouais, en fait, je me suis posé énormément de fois la question, qu'est-ce que je ferais si le sport ça s'arrête? Ouais. Je me dis que c'est quand même sympa d'aller sur les circuits, que j'adore ça. Et ce que j'adore aussi, c'est avoir de grandes responsabilités parce qu'on en a quand on est pilote.
Ouais, Et je me dis qu'avoir un rôle important dans une équipe, ça peut vraiment être génial. Ouais, ça me plairait beaucoup. hyper intéressant, je trouve, comme vision du truc. Je sais pas si d'autres pilotes, d'autres gars comme toi se le disent. Tu sais, tu as communiqué un peu J'en avec d'autres? ai jamais rencontré. Ouais. Ouais. Ils veulent faire quoi en général, tu Ils sais? veulent tous être pilotes. Ouais. Il y a pas la suite, quoi. Non, il n'y a pas d'après. Il y a pas forcément la vision de Ouais. et si, Ouais. ou alors. Oui, parce qu'effectivement, la carrière de pilote, elle dure pas. Bah, ce qui nous fait mentir, c'est Fernando Alonso, hein, Ouais. Et puis même, c'est vrai que même qui Lewis arrêtera Hamilton, jamais la F1. ils sont au même niveau. Enfin, ils Ouais. sont au même niveau. Ils ont quasiment, enfin, ils ont pas le même âge, mais ils sont Ouais. pas loin. Même t'avais un Kimi Raikkonen, Ouais. ce qui est un peu relou quand même pour Ouais. les pilotes les plus jeunes et tout. Bon, c'est extraordinaire de les avoir, hein. Moi, je suis un fan de Fernando, Lewis, j'adore aussi, mais tu vois l'idée. À un moment donné, il n'y a que Bien 20 sûr. places, c'est dommage que t'aies des mecs de 43 ans, quoi. Tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'il fait mentir. Il fait mentir. Ouais. Est-ce que tu as une idole dans la vie hors sport auto? Ouais. Je l'ai même en fond d'écran là de mon téléphone. C'est Bernard Tapie. Ok. Moi, c'est mon idole. Je l'ai en poster dans ma chambre, dans mon salon. Bon, en fait, je vis à travers Bernard Tapie. C'est vrai? Pourquoi? Non, je trouve que la carrière, en partant de zéro, Ouais. d'avoir atteint un niveau de succès aussi grand, c'est remarquable. Et je trouve que c'est une vraie histoire de méritocratie. Ouais. Je pense que quand on est bon, on arrive à beaucoup de choses. Et il a été très bon. Et c'est dommage qu'on n'ait pas ces récompenses en tant que pilote dans le sport auto et que ce ne soit pas les meilleurs qui soient récompensés. Tu recommandes la série? Je l'ai pas vue. Moi, j'ai lu tous les livres. Ouais. J'ai regardé la série. La série, elle est un peu décevante. Ok. Parce que ils l'ont caricaturé et je trouvais que les détails étaient plus intéressants dans les livres Ok. et qu'on le faisait moins passer pour le coupable du scandale avec l'OM. T'aimerais être le Bernard Tapie de la F1? Ouais, ce sera un rêve. Ouais. Je m'attendais pas du tout à cette réponse. On s'en est pas parlé ensemble avant, donc je m'attendais pas du tout à ça. Mais c'est assez intéressant pour le coup, je trouve. Ouais, j'aime beaucoup son parcours et je trouve que c'est quelqu'un qui avait aussi un charisme extraordinaire. Quand il arrivait dans la pièce, tout le monde se taisait, tout le monde se respectait. Et puis ma grand-mère travaillait pour Bernard Tapie à la Vie Claire, quand il a repris la Vie Claire. Donc c'est une histoire de famille un petit peu. Ok. Une famille de fans de Bernard Tapie. Ouais. Ça, c'est fort. Je te souhaite la même réussite. Encore une fois, ça va être difficile. C'est vrai, mais c'est des belles inspirations. Ouais. Hein. Toto Wolff, Bernard Tapie. Et puis pour l'anecdote, il habitait rue des Saints-Pères, à Paris. C'est la rue où je suis à Sciences Po. Voilà. Tu le sens, tu sens l'énergie. Ouais, je sens qu'il est C'est pas vrai, loin. à chaque fois que tu passes, tu fais un petit. Ouais. Si tu devais reprendre une équipe de F1, tu reprendrais laquelle? Moi, j'ai toujours rêvé de McLaren. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Je trouve qu'elle a une image extraordinaire, cette équipe. Moi, j'adore la marque, j'adore déjà les voitures de route McLaren. Je trouve qu'elles ont un charme extraordinaire. Et puis, actuellement, ils sont dans une très bonne... Ouais. Ils sont dans une super bonne dynamique en ce moment, McLaren. Et puis, je trouve que c'est la classe. Voilà, j'aimerais beaucoup m'occuper de cette équipe dans le futur. Moi, je suis assez d'accord avec toi. J'aime beaucoup McLaren aussi. Moins sur la période actuelle, tu vois, mais dans l'histoire, ce que ça représente avec Ron Dennis, avec le fait qu'ils prennent toujours les meilleurs. Ouais. Tu vois, le fait de ne pas avoir de numéro 1, de numéro 2, d'avoir deux mecs qui sont là pour faire de la, tu vois, pour se faire du nivellement par le haut, tu vois, de l'émulation. J'ai toujours aimé cette dynamique. Je déteste l'autre, en fait, pour tout te dire. J'ai vraiment du mal avec les consignes d'équipe, les trucs comme ça. Je préfère quand tu as deux mecs qui sont là pour tout casser et que c'est ça qui te fait gagner, en tant qu'équipe même. Et donc, pour ça, j'adore McLaren. Donc, je comprends. Pas forcément évident de la gérer en ce moment, mais... Non, ça doit pas être simple de gérer. Même toutes les équipes, hein, on voit Alpine, le management n'est pas évident, alors que c'est une équipe qui est beaucoup moins importante que McLaren. Donc, mais c'est un job, je pense, extrêmement dur. Hein. C'est un vrai challenge. Franchement, quand tu vois un mec comme Horner, même Toto Wolff, mais Toto Wolff c'est un peu différent parce qu'il a... Je sais pas si Horner n'a pas de part, je pense, mais Toto Wolff il a un tiers de l'écurie. Horner, ça fait tellement longtemps qu'il est là, tu t'imagines, avec la pression et tout, toutes les histoires. Ouais. Et puis je pense que c'est souvent lié au personnel qu'on a, aux responsables de l'équipe, aux pilotes aussi. Hein, quand on a des pilotes
qui se tirent vers le bas, c'est pas évident. Donc, il faut faire Ouais. le tri, il faut savoir prendre les meilleurs dans tous les domaines, et c'est pas évident. Ouais. Tu vois, de toute façon, en Formule 1 d'ailleurs, que ta place n'est pas garantie, hein. Ouais. C'est assez ouf. Mais C'est bon. un siège éjectable sans cesse. Mais pas pour tout le monde. Tu vois, donc je te souhaite que ce soit pas ton cas. De toute façon, tu trouveras une solution, mais que tu as l'air plein de ressources. En parlant de ça, du coup, la suite là maintenant, pas vraiment dans les jours qui viennent, mais je veux dire sur 2024, 2025, c'est quoi? 2025, l'objectif, c'est de faire Le Mans, les 24 heures du Mans en Ouais, LMP2, ouais. dans une top équipe. Ok. Donc là, on est en discussion. L'objectif, c'est que Jean-Éric arrive à finaliser ce deal pour bien performer en 2025 et viser de l'hypercar à court terme. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Long terme. De signer en LMP2 Mhm. et de gagner les 24 heures du Mans en LMP2. Ouais, ce serait, Et de reprendre une équipe. ouais, et de reprendre une équipe dans Tu, quelques tu années. kifferais une équipe de endurance? Pour commencer, ce serait cool. Mais à long terme, non, c'est pas ce que Tu vises c'est le- pas ce qui me fait rêver. Ouais. Ok. Bah normal, t'as bien raison. Merci Adrien, Merci beaucoup, Lucas. j'ai passé un super moment. Également. Merci.